Non, c'est pas Karina, Bonsoir à tous. Après cette réunion particulièrement intéressante, nous allons commencer le conseil municipal. Donc, celui qui sera secrétaire de séance ce soir, c'est Florent Alfornel. Donc, merci de bien vouloir faire appel. Béatrice Bonfillon-Chiavassa. Présente. Daniel Guiran. Présent. Sonia Bourrelli-Marcelli. Présente. Johan Michelosi. Présent. Marielle Veuillet. Présente. Éric Desailles. Présent. Rola Andraos. Présente. Dominique Chêne. Présente. Marie-Dominique Bagous. Présente. Guillaume Volant. Présent. Claire Parère. Présente. Sandra Vesperini. Présente. Rodolphe Lemaire. Présent. Fatma Touel-Clémente. Procuration à Joël Albanaise. Florent Alfornel présent. Nicole Ferréaux. Présente. Stéphane Tardif. Procuration à Sonia Bourrelli-Marcelli. Joël Albanaise. Présent. Nathalie Aubrieux. Procuration à Rodolphe Lemaire. Guillaume Cordova. Procuration à Béatrice Bonfillon-Chiavassa. France Lefort. Présente. Christophe Casa. Présent. Solange Arruta. Présente. Louise Franc. Procuration à Daniel Guéran. Anne Filippetti. Olivier Pinson-Ducel. Présent. Martine Yobé. Procuration à Annie Dier. Christophe Neuville. Présent. Dominique Flao. Présent. Bernard Targovla. Présent. Frédéric Selenon. Présent. Annie Dier. Présent. Et Boudjema Chériette. Procuration à Olivier Pinson-Ducel. Merci beaucoup. Dans un premier temps, c'est l'éternelle approbation du procès-verbal du conseil municipal du 6 février 2023. Est-ce qu'il y a des remarques? Des contre? Des abstentions? Merci beaucoup. Un sujet, puisqu'on vous demande, vous avez sur table une délibération, la 3.7, qui est la demande de subvention au département sur l'acquisition foncière et immobilière de la mercerie. On avait déjà voté cette subvention, elle a dû les remplacer pour des questions de forme. Le département nous a demandé de modifier plusieurs éléments. Ce que nous avons fait, nous vous demandons de bien vouloir la passer à ce conseil si vous en êtes d'accord. Mais quand on arrivera au 3.7, on vous éclairera, il n'y a aucun souci. Alors, l'information du conseil municipal, donc le compte rendu des décisions prises en vertu de la délégation du conseil municipal du 16 juillet 2020, donc la 2023-4, signature du renouvellement de la convention avec le conseil départemental de l'accès au droit pour des consultations juridiques gratuites pour les Fievelins, moyennant une participation financière de la commune fixée à 1 098,65 €, plus une participation aux frais de fonctionnement du CDAD 13 de 131,84 €, soit une contribution annuelle de 1 230,49 € pour 2023. La 2023-5, signature de l'avenant numéro 1 au contrat d'assurance dommages aux biens avec le groupe Reliance, c'est la CHAM et Sofaxis, prorogeant d'un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2023, ce contrat aux mêmes conditions contractuelles que celles du marché initial. 2023-6, encaissement de la somme de 1 800 € versée par PNAS Assurance au titre du remboursement de frais et d'honoraires d'avocat concernant l'affaire commune de Fulvaux contre M. Diméo. La 2023-7, désignation du bureau d'études MB Études pour une mission de maîtrise d'œuvre dans le cadre du lancement d'un marché de rénovation d'éclairage public en vue de sa mise en conformité et de son optimisation énergétique pour un montant de 11 000 € hors taxe. 2023-8, encaissement de la somme de 762 € versée par CHAM Assurance au titre d'indemnisation suite à la dégradation d'un candélabre par un véhicule le 5 août 2022. Numéro 2023-9, signature d'un contrat de maintenance du système de vidéoprotection avec la société Ineo Infracom pour un montant de 7 242 € hors taxe et 210 € hors taxe. Numéro 2023-10, signature de l'avenant numéro 1 à la mission CSPS confiée à M. Bruno Bilbao
suite à la prolongation du délai des travaux de réhabilitation et de transformation de la Bastide Vitalis. Le montant de cet avenant s'élève à 1 952,50 € hors taxe. Numéro 2023-11, signature d'une convention de partenariat 2023 avec le CPIE dans le cadre du dispositif commerce engagé. Le CPIE s'engage à accompagner les commerçants labellisés dans leur démarche éco-responsable, assurer un suivi individualisé des commerçants, mettre en place des actions exemplaires et innovantes avec les commerçants, développer la communication autour du label. La commune s'engage à verser au CPIE une contribution financière d'un montant de 4 400 €. Numéro 2023-12. Signature d'une convention avec le ZISTRES pour la mise à disposition d'un local communal, ancien local de la SEM, afin d'y accueillir les sapeurs-pompiers volontaires saisonniers du 1er juillet au 15 septembre 2023. Numéro 2023-13. Signature d'un contrat de location à usage de garage lieu-dit du TUV avec Madame Gisèle Ray pour une durée de 6 ans à compter du 1er mars 2023, moyennant un loyer mensuel de 93 €. Numéro 2023-14. Signature d'une convention tripartite entre la métropole Aix-Marseille-Provence, la commune de Fuveau et la société Provence TLC pour la mise en place d'une récupération de textiles, linge de maison, chaussures en point d'apport volontaire sur le domaine public. Le montant de la redevance annuelle d'occupation de domaine public s'élève à 10 € hors taxe par an, par emplacement et de 15 € par tonne collectée sur l'emplacement. Cette redevance fera l'objet de l'émission d'un titre de recette annuel. Numéro 2023-15. Signature de l'avenant numéro 2 au marché public adapté avec le groupement Olivier Moreau Architecte suite à l'augmentation des honoraires de maîtrise d'œuvre dans le cadre de la construction et la réalisation d'une maison du bel âge. Cet avenant est conclu pour un montant de 16 124,25 € hors taxe. Numéro 2023-16. Signature de l'avenant numéro 3 au marché public adapté avec le groupement Olivier Moreau Architecte suite à la défaillance du co-contractant Isobase économiste et à la désignation d'un nouveau contractant Eiki dans le cadre de la construction et la réalisation d'une maison du bel âge. 2023-17, désignation de la société Eurovia dans le cadre de la requalification de voirie et cheminement piéton chemin de Saint-François pour un montant de 1 685 333,65 € hors taxe. Signature de l'avenant numéro 1 au marché public adapté, c'est la 2023-18. Signature de l'avenant numéro 1 au marché public adapté, numéro 2020-06, avec le groupement SPI Batignolles, Malais, ECMB, Présence, suite à des prestations en plus-value et en moins-value, dans le cadre de la création d'une passerelle, avenue du 8 mai 45. Cet avenant est conclu pour un montant de 42 920 € hors taxe. La 2023-19, signature de l'avenant numéro 1 au marché public adapté avec la société Figuière Construction suite à des prestations en plus-value et en moins-value dans le cadre de la réhabilitation et transformation de la Bastide Vitalis. Numéro 2023-20, signature de l'avenant numéro 1 au marché public adapté avec la société SGPM suite à des prestations en plus-value et en moins-value dans le cadre de la réhabilitation et transformation de la Bastide Vitalis. Numéro 2023-21, c'est la signature de l'avenant numéro 1 au marché public adapté avec la société Alliage pour le même objet. Numéro 2023-22, signature de l'avenant numéro 1 au marché public adapté avec la société Cadelec suite à des prestations en plus-value dans le cadre de la réhabilitation et transformation de la Bastide Vitalis. 2023-23, signature de l'avenant numéro 2 au marché public adapté avec la société Héliofroid suite à des prestations en plus-value dans le cadre de la réhabilitation et la transformation de la Bastide Vitalis. Cette présentation ne donne pas lieu à vote s'agissant d'une simple information, mais je suis évidemment à votre écoute pour toute remarque que vous souhaiteriez faire. Alors sur la numéro 6, alors une première question sur la forme. J'ai été surpris de voir un remboursement par une assurance. Des fois quand on est remboursé, c'est par le plaignant quand on a gagné. Est-ce que c'est... C'est une assurance de protection juridique. D'accord. C'est la raison pour laquelle c'est l'assurance qui paie. J'avais pas l'impression d'avoir déjà vu ça. Est-ce que c'est une nouvelle assurance qu'on a contractée? Est-ce que... Non, pas du tout, non. Non.
D'accord. c'est exactement la même assurance. Ok, Ouais, ouais. ok. D'accord, merci. Sur le fond, donc on est sur le Monsieur Diméo, donc on est sur le contentieux du chemin de l'air, Absolument. qui portait entre autres principalement sur la largeur du chemin. Il y avait des constats Oui, il y a d'huissier. d'autres choses, oui, oui, tout à fait. Mais, Donc quel a été quel est le résultat de ce contentieux? Où est-ce qu'on en est? alors, le contentieux, visiblement, il a été... je ne sais pas trop, parce que ça c'est du privé, donc je ne sais pas trop où en est le contentieux au niveau des riverains, puisque c'est les riverains qui ont attaqué directement le pétitionnaire du permis. Là on parle Hein, de donc convention entre celui-là... Là on parle de la convention entre la grille et M. Diméo. Oui. C'est sur le même sujet. Alors, par contre... non, on n'a pas eu de recours contentieux. D'accord. Il correspond à quoi le procès? Pour moi, il n'y avait pas de... Voilà. Je vais vous refaire l'histoire parce que c'est plus simple. Monsieur Hoc a déposé donc un permis de construire qui a été attaqué. Le permis initial, la commune a perdu au TA et en cour administratif d'appel. Le permis modif numéro 1 et le permis modif numéro 2 sont tombés en même temps que le permis initial. Le permis modif numéro 2, diviser la maison existante et des projets de construction projetés. Donc un nouveau permis a été déposé, a été accordé le 21 juin 2022 pour la création d'une villa et l'extension et la rénovation de la villa existante. Un recours gracieux a été fait par M. Lubrano et pas de recours contentieux à notre connaissance. D'accord. Et donc là, il y a un souci où il y a des questions des riverains toujours sur ce chemin de l'air, sur le fait qu'il soit privé, qu'il appartienne à la copropriété ou qu'il appartienne à la commune, qu'il soit public. Il est rural. D'accord. Quelle est la définition d'un chemin rural alors dans ce cas? Alors la définition, c'est que c'est la propriété privée de la commune. D'accord. Voilà, ça a été fait lors d'une délibération de 1997. 17 janvier. 17 janvier 1997. Absolument. On peut avoir le... Ah, tout à fait. Absolument. Et c'est une délibération qui est publique depuis le 17 janvier 1997. Donc, parce que sur le cadastre, j'y suis encore allé dernièrement, sur le cadastre, on a une copropriété qui englobe aussi bien le chemin Passionnant que ce les... dossier. Ça dessine les passions, exactement. Mais par contre, effectivement, ce sont deux choses différentes. Il y a une délibération qui est publique et municipale et qui acte. Ensuite, si la commune ne fait pas le nécessaire pour changer au niveau du cadastre, ça c'est une deuxième chose, mais c'est pas une obligation légale. Donc voilà. Pourquoi ça n'a pas été fait en 1997, je ne peux pas vous répondre, je n'y étais pas. Mais en tout cas, l'enquête publique avait été faite à l'époque, et nous avons évidemment tout vérifié, et l'enquête publique est tout à fait dans les normes. D'accord. Voilà. Merci. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, pour la commune, ce chemin est un chemin rural. D'accord. Et cela a été communiqué, bien entendu, à l'ensemble des personnes qui sont concernées. Merci. Pas d'autres questions ? Alors, pour la numéro 7, j'aurais aimé savoir en quoi consistait le marché, qui n'est pas passé en CAO. Ah non, elle n'est pas passée en CAO, puisque vous savez très bien qu'elle n'a pas besoin de passer en CAO. Donc, dans le cadre de sa stratégie donc, relative à la sobriété énergétique, la commune a décidé de missionner un bureau d'études afin de chiffrer la mise en place d'éclairage LED sur la totalité de son parc de points lumineux et la possibilité de gérer l'intensité lumineuse de certains d'entre eux et ou l'extension nocturne partielle. Deuxième question, est-ce que la commune a enfin récupéré la base de données de l'éclairage public? Oui, absolument. Oui? Bon, parfait. La numéro 9.
maintenance du système de vidéoprotection. Est-ce qu'il s'agit d'un renouvellement ou est-ce que c'est un nouveau contrat? C'est un nouveau contrat de maintenance annuelle, absolument, parce qu'au vu des factures et des bons de commande qui nous étaient faits bien trop régulièrement, nous avons souhaité mettre en place une maintenance pour justement s'en occuper beaucoup plus régulièrement. D'accord. Et vous avez eu plusieurs soumissionnaires ou comment vous avez choisi Néo Infracom? C'est lui qui avait le marché, Néo. C'est Néo qui avait le marché de la commune et nous avons contracté du coup un contrat de maintenance avec eux, qui n'était pas obligatoire dans le marché. Nous avions fait le choix auparavant de ne pas avoir de contrat de maintenance. Et à l'heure d'aujourd'hui, le choix s'est porté sur le fait d'avoir un contrat de maintenance avec eux. D'accord. Voilà, tout simplement. Alors après, c'est la 11. Donc, dans le rapport que vous nous avez transmis sur les commerces engagés, j'ai le sentiment que le prestataire, là, le CPIE, en fait, il fait une visite annuelle des commerces, mais j'ai pas vu de soutien au commerce. Donc je voulais savoir à quoi il s'engageait et est-ce qu'il le faisait réellement, puisque ça apparaît pas dans le rapport. Alors il le fait tout à fait régulièrement. Au-delà du soutien du commerce, c'est beaucoup de communication, c'est beaucoup d'aide de manière générale à l'ensemble des commerces et c'est quelque chose qui est fait sur l'ensemble du territoire du Pays d'Aix et qui avait été initié par le territoire du Pays d'Aix à l'époque, ce qui n'était pas payant à l'époque, il faut juste le souligner. Et depuis la disparition des conseils de territoire, nous devons avoir une participation pour chaque commerce engagé. Mais je vais laisser Dominique compléter mon propos. Oui, voilà. Donc, nous sommes partenaires avec le CPIE depuis 2010-2011. Comme l'a dit Béatrice, Madame le maire, tout de suite, jusqu'à il y a 2 ans, c'était gratuit. Depuis 2 ans, il y a une participation financière des communes. Il nous a semblé utile et peut-être un peu néfaste de laisser tomber cette action en plein mouvement, en plein Covid, et de laisser tomber les commerçants, alors qu'au niveau local, même on leur apportait par le bénévolat le soutien nécessaire. On a continué donc cette action. Les agents du CPIE vous ont fourni un rapport qui est joint en pièces jointes. Là. Donc la principale des actions, c'était donc une tournée bisannuelle, c'est 2 fois par an qui tourne. Ils vont voir les commerçants et les remotivent grâce à des fiches techniques qui sont rédigées par commerce et par typologie de commerce sur des différents thèmes, donc plutôt à tendance environnementale, développement durable et écologique. Ils ont fait une très grosse action sur les sacs plastiques. Je ne sais pas si vous remarquez maintenant, mais dans nos commerces à Févaux, il y a très peu de sacs plastiques, sauf sur certains aliments où c'est quasiment obligatoire. Problème d'hygiène, des produits qui sont plus ou moins liquides ou qui laissent filtrer l'eau. Donc il y avait un très gros travail qui a été fait là-dessus. Ils ont travaillé également sur la qualité énergétique des commerces. Et ça, c'est une action qui a eu lieu il y a quelques années, ça ne se renouvelle pas tous les ans. Et ils font, c'est l'an passé, ou il y a 2 ans, ils avaient fait une chasse au trésor, qui était une animation qui a duré 1 mois, donc, qui a encouragé les clients du centre-ville à faire le tour des commerces en répondant à des bonnes questions, des pratiques utiles pour l'environnement. Et tous les ans, donc, ces activités-là, menées par le CPIE, tournent de commune en commune. Et l'an passé, c'était un quiz, je crois bien. Et donc pour 2023, c'est peut-être une action qui va être à déterminer, mais c'est pas encore, c'est pas bien calé. Mais tous les ans, il y a
au moins 2 visites de commerce. Cette année, il y a le renouvellement des chartes d'engagement des commerces, et puis le rapport que vous avez reçu avec la progression de chacun des commerces qui sont labellisés. Actuellement, il y en a 22, et il y en aura sans doute encore 2 de plus cette année, avec deux boulangeries d'ailleurs. La nouvelle boulangerie Bisu et la boulangerie Le Pain de Nicolas à la Barque, qui a enfin cédé a accepté de rentrer dans le jeu, alors que par essence, il est même quelqu'un qui aurait dû être là depuis toujours, quoi. Voilà, donc l'action du CPIE nous aide énormément et apporte un soutien aux commerçants et aux clients du centre-ville. Juste sur la 12, il est question du local, de l'ancien local de la SEM pour accueillir les sapeurs-pompiers volontaires, saisonniers, bravo à eux. Et, mais il est où ce local si on veut leur porter des croissants pour les soutenir? Ouais, il vaut mieux aller. Alors, sur le logement d'urgence, il vaut mieux que tu leur portes les croissants à la caserne. Ils seront plus nombreux pour en profiter. Ok. Je suis fille de pompier, c'est normal. Exactement, tu as bien raison. Nous aussi, on les soutient. Et par contre, sur la 15, bon, on comprend que les architectes sont rémunérés au prorata du montant des travaux. Par contre, on pouvait un peu s'étonner quand même de l'augmentation de ce coût prévisionnel. Ça fait quand même 120 000 €. Ça correspond à quoi? Alors, il y a beaucoup d'augmentation des matériaux, malheureusement. Hein. C'est un petit peu notre difficulté. Je crois que nous ne sommes pas les seuls. Ce sont par ailleurs des matériaux biosourcés. Pardon. Et évidemment, nous avons voulu pour ce bâtiment qu'il soit à énergie positive, ou tout au moins et au maximum que l'on soit auto-indépendant. Voilà. Donc voilà. Donc c'est vrai que les services du département nous ont demandé aussi des modifications par rapport à leur cahier des charges de la maison du Bel Âge. Tout cela fait que entre l'inflation, la difficulté de trouver des matériaux, etc., font que D'accord. voilà, la facture augmente malheureusement. Merci. Pour cette maison du Bel Âge, les travaux ils commenceraient quand? Alors les travaux normalement devraient avoir le DCE assez rapidement et donc le passer en CAO. Donc Madame Flao, vous serez associée avant l'été à cette décision. Si on est dans les limites financières. Bah, on y est largement quand même. Non. Pour la 14, j'avais une question. Est-ce que vous avez idée du tonnage qui est collecté chaque année par TLC? Alors là, de tête, nous n'avons pas, mais enfin moi je l'ai pas de tête, mais par contre on vous le donnera sans problème. Okay. Ouais. Je ne l'ai pas retenu, mais on l'a. Bonsoir. Bonsoir. Une première question sur la 18, les travaux de la passerelle avec un avenant qui représente à peu près 18% du coût initial. Qu'est-ce qui justifie les travaux ont eu lieu avant la forte augmentation des coûts des matériaux? Oui, ça n'a rien à voir, effectivement. Ouais. Ça n'a rien à voir, d'ailleurs c'est passé en commission d'appel d'offres avec Madame Flao. Je vais laisser Daniel vous évoquer toutes les raisons de cette augmentation. Voilà. Donc effectivement sur la passerelle, il y a eu des ajustements à réaliser par rapport aux travaux qu'a mené la métropole, notamment sur les culées de chaque côté. Il y avait les niveaux qui étaient vraiment pas au bon niveau, donc il a fallu rattraper tout ça. Et ensuite, il a été ajouté sur la passerelle un éclairage pour les piétons, qui n'était pas prévu au départ. Mais bon, il semble que ce soit quand même bien nécessaire et bien utilisé aujourd'hui.
Merci. Et autre question concernant les 5 suivants, c'est-à-dire du 19 au 23, qui concerne la Bastide Vitalis. Pardon. Est-ce que vous pourriez nous faire parvenir le bilan effectivement final des travaux, une fois intégré l'ensemble de ces différents avenants, pour qu'on puisse effectivement mesurer le coût global du projet au regard de ce qu'il représentait initialement. Et puis question complémentaire concernant les demandes de subvention, puisqu'il y avait des demandes de subvention pour cette opération. Est-ce que ces demandes de subvention sont ajustées au regard de ces nouveaux avenants, ou est-ce qu'elles sont calculées sur la base de l'estimation initiale des travaux? Merci. Charles. On a des problèmes de réseau ce matin à Fuveau. Depuis ce matin à Fuveau, je ne sais pas si vous en êtes aperçu, mais c'est absolument terrible. Ah ouais, il n'y a plus de... Donc il charge, je vous ferai le rapport, puisqu'on a évidemment l'ensemble des éléments à vous donner sans aucun problème pour le bilan de la Bastide Vitalis. Simplement une petite précision, où tous ces avenants ont été expliqués et argumentés par le maître d'œuvre et votés à l'unanimité par la commission d'appel d'offres. Donc pour la requalification, donc, le total de la Bastide Vitalis aura coûté 1 320 443,59 €. Les subventions donc, de l'État ont été obtenues pour 17,41%, donc 229 916,61 €. De la part du conseil départemental, nous avons obtenu 49,28%, donc 650 746 €. Par la métropole, nous avons obtenu 13,31% de subventions, donc pour 175 692,26 €. Et donc, bien entendu, la commune reste à 20%, ce qui est une obligation légale, je vous le rappelle, pour 264 088,72 €. Donc voilà. Donc la part communale est de 20%. Donc bien sûr, tout a été fait au centime près, avec évidemment les augmentations. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous n'en avez pas, et avant de passer aux différentes délibérations du conseil municipal, je souhaite vous proposer une minute de silence pour monsieur Gérard Escagna, qui est décédé le mois dernier et qui avait œuvré longuement dans la commune, à la fois en tant qu'adjoint et bien sûr qui avait fait partie de la municipalité, mais évidemment aussi en tant que président du foot de Fuveau et bien d'autres associations. Merci pour lui, nous remercions bien évidemment sa famille, son épouse et ses enfants. Sans transition aucune, bien évidemment, nous passons aux affaires générales, donc l'actualisation des tarifs des concessions du cimetière par Mido. Marie-Dominique Bagos, pardon, excusez-moi. Pas grave. La commune de Fuveau propose à ses administrés des concessions trentenaires, cinquantenaires et perpétuelles. Aujourd'hui, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'actualiser les tarifs de concession et des caveaux comme suit. Donc je ne vais pas tout vous lire, simplement on a rajouté des 4 places, la commune ayant récupéré des concessions en état d'abandon. Ces concessions et ces caveaux vont être totalement nettoyés et remis à l'achat. Donc ce sont principalement des 4 places, donc nous avons rajouté les 4 places pour 50 ans et perpétuels, puisqu'on ne pouvait pas rajouter
Actuellement, vu le coût des travaux, on ne pouvait pas rajouter des 30 ans. Voilà. Ensuite, vous avez la revalorisation des concessions 3 places et 6 places, ainsi que les tarifs de la concession Colombarium. Donc cette nouvelle tarification prendra effet à côté du 1er avril 2023. Il est proposé à l'Assemblée délibérante d'actualiser les tarifs des concessions et des caveaux tels qu'énoncés ci-dessus et d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire. Une petite question sur les tarifs, ça fait une augmentation de combien à peu près? Je ne l'ai plus en tête, mais on a été contraint par l'augmentation des prix des caveaux, qui suit l'augmentation du coût de la vie actuellement, tout augmente énormément, de reprendre tous ces prix. Et donc pour revenir au prix des caveaux, comment ils sont calculés? C'est une moyenne national. Au niveau des Bouches-du-Rhône, il y en a une moyenne, on a pris une moyenne. Et c'est une société qui fait ça? Ah non, alors, les caveaux sont fournis par une société qui a répondu à un appel d'offres, et la concession, c'est le prix du terrain. Donc c'est pas, voilà, c'est la commune, c'est le prix du terrain de la commune. Oui, non, je parlais du prix du caveau en lui-même. Le caveau, c'est une... De la construction, de tout ça. Le caveau, nous avons fait un appel d'offres, il y a des personnes qui ont répondu, on a pris, voilà. Et une petite question, les concessions perpétuelles, ça existe toujours? J'avais cru que c'était... Alors, ça n'existait plus, on ne l'avait plus sur nos tarifs. Les demandes faites par certains administrés nous ont obligés à réintégrer la concession perpétuelle. Merci, le temps passant, ça m'intéresse. Merci. Voilà. Et pour information, la société qui a remporté l'appel d'offres est FUELEM. Oui, juste un petit complément. Bien sûr, on n'a pas de passion pour le cimetière ce soir. Et pourtant, c'est extrêmement important. On est tous concernés, c'est sûr. Avant, il n'y avait que les prix des concessions et caveaux en l'état. Je vois que vous offrez un nouveau service, là, qui est les concessions et caveaux à restaurer. Est-ce que vous pouvez peut-être en dire 2 mots? Alors, on a pu... dans la mesure, vue avec le prestataire, les concessions restaurées ne pouvaient pas l'être en l'état, dans la mesure où elles ne répondaient plus aux normes actuelles. Donc ces concessions sont totalement rasées et remplacées par des caveaux, donc de 4 places dans cette délibération. Ouais. Vous voyez, le à restaurer n'apparaît plus. Hein, voilà. Donc on y est. Est-ce qu'il y a beaucoup de disponibilité? On n'en parle jamais en fait. On a l'impression un peu. Comme tu dis, c'est important. Et il y a des disponibilités. Enfin, alors il y a de la place encore. La population grandissant. Alors les cimetières sont régis de façon très stricte. C'est pourquoi nous reprenons les concessions à l'état d'abandon, parce que tant que nous aurons des concessions à l'état d'abandon, on ne pourra pas agrandir notre cimetière. La préfecture est très stricte là-dessus. Donc pour l'instant, on a des places. Alors il y a toute une procédure, l'état d'abandon, ça se fait sur 3 ans. On met devant les tombes des petits panneaux, ça a été fait dernièrement, et on demande aux familles de se manifester. Si elles ne se manifestent pas au bout de 3 ans, malgré les lettres recommandées, la concession est reprise par la commune. Est-ce que quelqu'un a une autre question sur le cimetière? Non? C'est bon? Mise d'attente, vous voulez? Mais pour te répondre de manière totale, Annie, il y a aussi des caveaux neufs qui sont mis à disposition, en tout cas qui sont à la vente. On appelle ça l'ancien et le nouveau cimetière de manière pragmatique. Mais il n'y a pas que des anciens caveaux à vendre, il y a aussi des nouveaux caveaux que l'on peut acheter neufs. Voilà. Et là, il y a de la place. Pour répondre de manière complète. Non, mais complète, on a eu un souci pendant le Covid, il faut être très honnête. Et là, en l'occurrence, voilà.
Si vous en êtes d'accord, on va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Le 2.2 concerne la désignation d'un nouveau représentant de la commune au conseil d'administration du Centre communal d'action sociale. Donc, par délibération en date du 7 juillet 2020, du 16 décembre 2022 et du 25 avril 2022, le conseil municipal a désigné par élection à la représentation proportionnelle au scrutin de liste au plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel, Roland Vigreux Andraos, Fatma Touel Clément Rodolphe Delemaire, Marie-Dominique Bagous et Anne Didier, suite à la démission de Madame Fatma Touel Clément au sein du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale, il convient aujourd'hui de désigner un autre représentant. Aussi, il est proposé à l'Assemblée délibérante de désigner Madame Sonia Bourrelli-Marcelli comme représentante de la commune au sein du conseil d'administration du CCAS et d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire. Est-ce que vous avez des questions? Des remarques? Si ce n'est pas le cas, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. On continue avec... Ah pardon, excusez-moi. Pardonnez-moi. Alors, abstention. 5 abstentions. Ok. Merci. 2.3. Revalorisation de la cotisation communale versée à l'Agence technique départementale des Bouches-du-Rhône, plus connue sous le nom d'ATD 13, par délibération numéro 107, en date du 25 septembre 2017, la commune de Fuveau a adhéré à l'ATD, dont le siège social est situé à Vitrolles. L'ATD a pour vocation d'apporter aux collectivités territoriales du département adhérentes une assistance de nature technique, juridique ou financière sur leur demande, mais également de former et d'informer les maires et les élus locaux, notamment par la diffusion de brochures, bulletins, notes et autres supports adaptés. Par délibération numéro 22-265 du 4 octobre 2022, le conseil d'administration de l'ATD 13 a acté l'augmentation de la cotisation annuelle des communes adhérentes à hauteur de 29 centimes d'euros par habitant à compter du 1er janvier 2023. Nous vous demandons de bien vouloir acter cette augmentation. Une augmentation de 20%, si j'ai bien compris. De 25 à 29. De 25 centimes à 29 centimes. Oui, de 20%. De 20%, c'est ça. C'est légère. De 25 centimes à 29 centimes. Bah écoutez, moi je suis membre du conseil d'administration de la Télé 13 et je l'ai voté. Compte tenu des services fournis par la Télé 13. Et il me semble tout à fait légitime, après de nombreuses années sans augmentation, que la Télé 13 augmente ses tarifs pour justement conserver ce précieux soutien de leur part. S'il n'y a plus de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Numéro 3.1, c'est Eric Desailles qui va nous présenter la Société française des habitations économiques, soit SFHE, qui est la réalisation de la résidence autonomie de Fuveau. Merci, bonsoir. Donc c'est la résidence Les Jardins de Sainte-Victoire, située impasse Saint-François, qui demande pour le financement des travaux qui ont déjà été exécutés, qui demande que la commune se porte garante des emprunts qu'ils ont faits. Voilà, c'est ça. D'habitude, c'était un peu la surprise, ça se fait en amont, ils ont oublié de faire la demande pour les garanties. C'est pour ça qu'elle est votée maintenant. Ce qui n'a aucune incidence sur Tout à fait. la validité. C'était effectivement notre question. Pourquoi maintenant, alors que la résidence est livrée, que les travaux sont réalisés? C'est un oubli. C'est un oubli de leur part. Exactement. Absolument. Comment ils ont Et réussi comment ils ont pu avoir l'emprunt, effectivement? Comment ils ont financé En fait, je pense qu'ils avaient montré qu'ils donnaient une garantie, que nous donnerions une garantie, mais la banque ne s'est pas assurée de la validation de celle-ci. Voilà. Je pense que c'est ça. Merci beaucoup. Pardon, monsieur Tarion? Je disais, ah, c'est banquier. Pas un pour rattraper l'autre.
Si vous voulez bien, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. La 3.2, c'est encore Eric pour les votes des taux d'imposition des taxes d'habitation et foncières. Pour l'année 2023. Oui. Donc l'article 16 de la loi Finances pour 2020 avait figé les taux de la taxe d'habitation 2019 jusqu'en 2022 pour permettre la suppression progressive de la taxe d'habitation des résidences principales. Aujourd'hui, la taxe d'habitation ne concerne que les résidences secondaires, les locaux meublés occupés par des sociétés, associations et organismes privés non retenus à la CFE et les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial non exonérés. Le vote de la taxe d'habitation est donc obligatoire pour 2023 et la commune a reçu, au même titre que les autres communes, un courrier lui demandant de reprendre la délibération actant les taux de fiscalité pour 2023 en ajoutant le taux de la taxe d'habitation tel qu'il avait été figé en 2020. Donc il est proposé à l'Assemblée délibérante de procéder au vote des taux d'imposition au titre de l'exercice 2023 qui sont maintenus au niveau de ceux de l'exercice 2022 et qui s'établissent avec donc, la taxe foncière bâtie qui est de 36,07%, dont 21,02% de part communale et 15,05% du CG13, la taxe foncière non bâtie de 37% et la taxe d'habitation à 19,5%. J'ai une question sur ce taux. En fait, en regardant dans le budget 2023 et dans la CFU, il y a à la fin un document qui montre le montant perçu sur chacun des impôts. Et il n'y avait rien sur la taxe d'habitation. Ça veut dire qu'on n'a pas touché en 2022 cette taxe d'habitation sur les résidences secondaires? Oui, je me suis fait la même réflexion que vous, donc je suis allée rechercher également, j'ai interrogé le percepteur, et c'est vrai qu'elle ne réapparaît qu'en 2023. Voilà, là dans la notification des impôts et des bases fiscales 2023, elle réapparaît. Voilà. D'accord. Et elle n'était pas dans le budget 2023, mais voilà, ça va être corrigé là. Tout à fait. Voilà. Hein, si vous voulez voir les notifications que l'on a reçues, j'ai regardé justement avec les années précédentes. Et même si en 2022 ça n'apparaissait pas, on a quand même perçu le résultat de cette taxe. C'est ça, sous forme de compensation. Ah, à l'intérieur des compensations, voilà, pas au titre de la taxe. Oui. D'accord, c'est clair. Alors, on avait aussi un amendement, je ne sais pas si on... Alors, tout à fait. L'amendement concerne l'année 2024 et on avait prévu de le passer un peu plus tard. Voilà, c'est pas forcément c'est pas le sujet maintenant de le faire puisque cette délibération concerne l'année 2023 et ça sera fait en avant le 1er octobre 2023 pour l'année 2024. Et donc, vous préférez le voter vous-même plus tard? C'est ça, le proposer vous-même plus tard? C'est ça Non, l'idée c'est pas de le proposer, c'est pas de dire c'est nous qui l'avons proposé, c'est pas vous, c'est pas ce sujet-là. L'idée c'était, de ne pas mélanger les deux sujets. Là, ça concerne l'année 2023 et non l'année 2024. Et on voulait le faire plus tard dans l'année, notamment à cause du contexte socio-économique. C'est-à-dire que ce n'était pas forcément le moment d'en parler maintenant. Et qu'on allait voir comment les choses se passent. Si vraiment on allait le faire pour l'an prochain, on attendait pas les 20 minutes, mais de le faire au mois de septembre. Sachant qu'une augmentation sur les résidences secondaires, quelque part, les personnes qui sont les plus exposées par l'évolution du Alors, non, d'après l'INSEE, 2/3 des personnes qui possèdent des résidences secondaires ont plus de 60 ans. Alors effectivement, il y en a peut-être certains qui sont plus aisés que d'autres, mais je ne pense pas qu'il n'y ait que des gens plus aisés qui ont des résidences secondaires. Oui, mais c'est parfois des petits appartements, ou c'est pas forcément des grandes maisons comme on peut avoir... comme on peut s'imaginer en résidence secondaire. Voilà. Et comme on aura bientôt Pardon ? Et comme on aura
peut-être bientôt. Ouais. Sur un projet. Ouais, c'est ça. Ils peuvent Et là, on va l'augmenter. Hein. C'est aussi ça l'enjeu de l'amendement, effectivement. J'ai bien compris. Toujours est-il qu'en 2023, vous savez très bien que le projet de loi de finances, de toute façon, a abrogé cette demande pour 2023. Et ils ont décidé de le retarder à 2024. Hein. On ne peut pas l'appliquer en 2023 au niveau de la loi de finances. Donc on se réserve le droit de l'appliquer à partir du 1er octobre. Il faut juste que vous sachiez que les bases de la taxe d'habitation au niveau des résidences secondaires a déjà été augmentée par le gouvernement de plus de 7%. Alors moi je veux bien qu'on augmente et voilà que les personnes qui ont des résidences secondaires sont plus aisées que d'autres. Ce ne sont pas tous des nantis. J'estime qu'aujourd'hui, avec l'inflation que nous connaissons, avec les difficultés que rencontrent beaucoup de personnes à l'heure d'aujourd'hui, il y a déjà 7% de plus au niveau des bases de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Donc on va se réserver le droit de l'augmenter de quelques pourcents effectivement pour 2024, si la situation l'exige. Mais effectivement, c'est pas une obligation à l'heure d'aujourd'hui. De toute façon, ce n'est applicable qu'en 2024. On se laisse le temps jusqu'au 1er octobre. On en avait parlé, hein, d'ailleurs, c'était lors du débat pour le budget, on en avait parlé, on vous avait dit que cette année, on ne comptait pas l'appliquer. Donc on tient ce que l'on a dit, et donc ce sera à partir de 2024, et donc avant le 1er octobre 2023, comme le prévoit la loi, que nous prendrons notre décision. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des remarques? On souhaite quand même proposer notre amendement. Ah oui, bien sûr, proposez votre amendement, bien entendu. Est-ce que tout le monde a pris connaissance de l'amendement? Oui. On va en faire la lecture. Vous voulez le lire? On va pas vous lire les décrets et tout ça, et je pense que vous les connaissez mieux que nous. Donc, juste pour rappeler, en effet, qu'il faut voter avant le 1er octobre pour une applicabilité l'année suivante. Absolument. Donc, on ne demandait pas une application en 2023, mais bien en 2024. Donc, en effet, nous sommes dans une zone où on a le droit de voter cette surtaxe. Et pour nous, dans le contexte fuvelin actuel, donc manque de logements sociaux d'un côté et nombre de résidences secondaires en forte augmentation, le document de la CAF que vous nous avez présenté montrait une augmentation de 50% entre 2011 et 2016, 255 logements concernés, et un risque d'augmentation forte devant nous. Voilà, il nous semblait intéressant de voter pour cet outil dont nous avons tort de nous priver aujourd'hui. Très bien. Donc on en reparle avant le 1er octobre. Donc on va passer au vote de l'amendement. Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc qui est pour? Merci beaucoup. Donc maintenant on va voter notre délibération pour donc le vote des taux d'imposition de taxe d'habitation et foncière. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, le 3.3, donc actualisation de la taxe de séjour. Eric ou Dominique, je ne sais pas qui présente la délibération. Je vais libérer Eric, là, parce qu'il a déjà bien donné. Merci Eric. Donc, il s'agit d'une délibération qui est récurrente, qu'on fait en précaution tous les ans, mais là avec une petite modification due à la loi de finances 2023. L'article 76 de la loi de finances 2023 a institué, à compter du 1er janvier 2023, une taxe additionnelle de 34%, la taxe de séjour, ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes, établie et
recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s'ajoute. Donc, comme vous le savez, l'Office de tourisme de Fuveau a été créé en 2002 et il était chargé de promouvoir le tourisme et d'assurer la coordination de divers organismes et entreprises intéressées au développement de la commune. Ce qu'ils font très bien. Afin de le soutenir dans ces différentes missions, la municipalité reverse à l'Office de tourisme l'intégralité de la recette de la taxe de séjour émanant des établissements recevant des touristes. L'objet de la taxe de séjour est de faire participer les touristes aux frais qu'ils occasionnent en séjournant dans une commune touristique. Est assujettie à cette taxe toute personne non domiciliée dans la commune et n'y possédant pas une résidence à raison de laquelle elle est passible de la taxe d'habitation. Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés. Le montant de la taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est applicable en fonction de la classe d'hébergement dans laquelle il réside, multiplié par le nombre d'unités correspondantes à la durée de son séjour. La taxe est ainsi perçue par personne adulte, donc âgée de plus de 18 ans, et par unité de séjour. Donc, vous avez un tableau qui vous récapitule les différents niveaux de taxes, alors, avec donc les taxes additionnelles. Au niveau du tarif communal, nous n'avons pas touché, n'avons pas augmenté particulièrement par rapport aux autres années, hein, c'est clair. Il y a une première surtaxe qui nous encaissions déjà depuis 5-6 ans, c'est celle du conseil départemental. Donc vient se rajouter une surtaxe de 34% du tarif communal, de la taxe communale. Hein. Donc vous avez dans le tableau le détail de la taxe communale, la surtaxe de 34% et la surtaxe, la taxe additionnelle par contre, du CD13 et donc le tarif applicable pour les hébergeurs. La remarque pour les établissements qui ne sont pas classés ou qui sont en attente de classement, la taxe applicable est celle de 5% de la recette, donc on a la double limite d'un tarif de 2,30 €. Donc il est proposé à l'Assemblée délibérante de fixer à compter du 1er janvier 2023 les participations par personne et par unité comme indiqué dans le tableau ci-dessus, de conserver la compétence de la gestion de tourisme, de la gestion de l'office de tourisme et de continuer à percevoir la taxe de séjour communale, d'autoriser Madame le maire à prendre toute décision relative à l'application de cette décision. Si vous avez des questions. Oui, quelques petites questions. Donc cette surtaxe vient bien alimenter la recette de l'office du tourisme communal. Non, pas du tout. La surtaxe, pas communal, hein. Il est métropolitain. La surtaxe, la taxe séjour globale, donc le total est en effet encaissé par la commune sur déclaration des hébergeurs et ensuite reversé donc à hauteur de 10% au conseil départemental et à hauteur de 34%, donc les chiffres vous sont indiqués, au conseil régional. Cette taxe de 34% pour nos départements du Sud étant destinée à financer les futurs travaux d'un TGV, LGV, une ligne à grande vitesse. Sur la taxe de 10%, c'est bien le conseil départemental, c'est pas le comité départemental. La taxe de 10%, la taxe additionnelle de 10%, c'est le conseil départemental qui la perçoit. D'accord. Qui la retouche de la commune. La commune encaisse la globalité, on reverse 10 et 34. Concernant les locations de type Airbnb, etc., les différentes plateformes de particuliers, donc classées, comment est-ce que... Les hébergements qui sont sur Airbnb ou même d'autres plateformes
maintenant sont obligés d'être déclarés, ont un numéro d'enregistrement. Et pour paraître sur notamment Airbnb, Booking, Abritel, quelques autres, il faut avoir ce numéro d'enregistrement, donc d'être déclaré auprès de la commune. Les personnes qui n'ont pas ce numéro d'enregistrement ne peuvent pas passer leurs annonces sur ces plateformes. Alors il y en a quelques-unes de ces plateformes qui sont moins connues, qui acceptent encore, mais il y a une forte tendance quand même à ce que tout le monde rentre dans le cadre. Ceux qui ne sont pas classés, on va pousser au maximum les hébergeurs à demander le classement parce qu'il y a un réel intérêt pour eux, d'abord d'être reconnus, de participer donc à la communication touristique de la ville, ensuite de payer une taxe de séjour, d'encaisser une taxe de séjour inférieure, parce que le 2,30 ou 4,60 par nuit et par personne, c'est beaucoup, ce qui peut empêcher même ou favoriser un certain laisser-aller réglementaire ou déclaratif, disons. Voilà. Donc, en encourageant, si vous voulez, le classement des hébergements, on favorise d'abord la déclaration, l'encaissement de la taxe de séjour, et ensuite la qualité aussi des hébergeurs, parce qu'ils sont contrôlés par les organismes compétents, notamment c'est Provence Tourisme. Et ensuite, il y a un intérêt quand même pour les personnes qui font ça, c'est qu'au niveau de leur déclaration de revenus, il y a un abattement de 70% de leur recette qui est déduite de leur déclaration de revenus. Par rapport du fait de ne pas être classé, ce n'est que 50%. Donc il y a un réel intérêt pour les hébergeurs à se classer et à se déclarer. Pour se déclarer maintenant depuis 1 an, et on a un système qui fonctionne très bien, qui est une plateforme internet où les hébergeurs s'inscrivent, peuvent demander également leur numéro d'enregistrement et puis reçoivent un petit rappel tous les mois pour savoir s'ils ont fait des ventes en direct d'hébergement, sachant que les plateformes déclarent directement ce qu'elles ont perçu pour chacun des hébergeurs inscrits chez eux. Donc cette plateforme qu'on a mis en place l'an passé a été d'un grand apport pour une meilleure collecte de la taxe de séjour. Merci. Excusez-moi, juste toute petite question de forme, là, sans vouloir trop pinailler. Mais la dernière phrase, là, pour les hébergements en attente de classement, on dit donc coupe par personne assujettie et par nuitée de 5% dans la double limite d'un tarif de 2,30 €. Je ne vois pas quelle est la double limite dont on parle. De 5% et de 2,30 €. En fait, ça ne peut pas aller au-delà de 5% et de 2,30 €. Mais de base, c'est 5% plafonné à 2,30 €. Ouais. Ok. D'accord. Et on peut le dire comme ça. Le 2,30 € dont on parle, c'est le tarif communal ou le tarif appliqué une fois les taxes de 34 et de 10% appliquées? Non, c'est 2,30 € globalement. Pas avec après, il faut reventiler les 34 et les 10. 2,30 €, c'est un chiffre national. D'accord, oui, mais c'est vrai que ça aurait pu être bien de se rattacher à une ligne existante. Là, du coup, c'est une autre ligne qui n'apparaît pas dans le tableau. Mais non, parce qu'ils ne sont pas classés. Ils sont pas classés. Oui, mais on aurait pu faire une ligne non classée, totale 2,30 € pour avoir la décomposition des 34, des 10 et de la part. 2,30 ou 5% de la recette, parce qu'il peut y avoir. Il n'y a pas que 2,30 € en fait, ça peut être aussi 5%. Oui, maximum de 30. Okay. Donc c'est difficile du coup de le mettre dans un tableau pour le coup parce qu'on n'a pas de visibilité là-dessus. D'accord, merci.
S'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Le 3.4 concerne la fixation des tarifs 2024 de la taxe locale sur la publicité extérieure. Eric, s'il te plaît. Merci. Alors, la taxe relative à la publicité extérieure concerne les dispositifs suivants. Dispositifs publicitaires, les enseignes et les préenseignes. La TEPE concerne les surfaces exploitées hors encadrement et vise tous les supports publicitaires, enseignes et préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique. Sont exonérés de plein droit donc, les publicités visées non commerciales concernant des spectacles, les supports, partie de supports prescrits par une disposition légale ou réglementaire ou imposée par une convention signée avec l'État, les supports relatifs à l'utilisation des professions réglementées, les supports exclusivement destinés à la signalisation directionnelle apposée sur un immeuble ou installé sur un terrain et relatifs à une activité qui s'y exerce ou à un service qui est proposé, les supports ou parties de supports dédiés aux horaires ou aux moyens de paiement dans l'activité ou à ses tarifs, dès lors que la superficie cumulée des supports ou parties de supports concernés est inférieure ou égale à 1 m². Et enfin, sauf délibération contraire de la collectivité, des enseignes dont la somme des superficies correspondantes à une même activité est apposée sur un immeuble ou de façon contiguë sur un immeuble est inférieure ou égale à 7 m². Donc la loi prévoit une indexation annuelle automatique de l'ensemble des tarifs sur l'inflation. Vous avez donc dans la délibération les tarifs pour l'année applicable en 2024. Il est proposé à l'Assemblée délibérante d'exonérer sur le territoire communal les dispositifs dépendants des concessions municipales d'affiches et apposés sur du mobilier urbain, d'exonérer sur le territoire communal les enseignes ayant une superficie inférieure ou égale à 12 m², de fixer les tarifs comme proposé ci-dessous pour 2024 et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents nécessaires à son application. Est-ce que vous pouvez nous dire de combien de pourcents est l'augmentation Oui, alors c'est de l'ordre de 15%. Pardon. Un peu moins de 15%, c'est ça. Pour le premier tableau qui est à 17,70, nous étions pour 2023 à 15,50. De 31 €, on est passé à 35,40. Voilà. Et pour 46,50, 53. Et je trouve que les enseignes de 12 m², c'est très très gros. Qu'est-ce qui vous a conduit à choisir ce chiffre? Je sais que dans 12 m², le 12 m², c'est le 4x3 classique en fait. C'est ça. C'est le 4x3. Vous n'êtes pas sans savoir que actuellement sur le territoire du Pays d'Aix, on est en train de mettre en place une réglementation qui s'appelle le règlement local de publicité intercommunale, qui concerne donc les 36 ex-communes de la CPA. Il y en a d'autres sur les autres territoires. Ce RLPI sera applicable, je pense, il est très, très bien avancé, début 2024, si tout va bien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques semaines, il y a justement des panneaux 4x3 qui étaient un peu embarrassants et très, très laids, qui commencent à tomber, notamment à la Barque, et dans toute la zone urbaine. Là, nous mettons pas en action le RLPI parce qu'il n'est pas encore effectif, mais nous mettons en action le RLP, c'était le règlement local de publicité que nous avions voté en 2019 et qui donnait un délai de 2 ans aux afficheurs pour se mettre en règle vis-à-vis de la réglementation communale. Nous avons attendu les 2 ans nécessaires et à partir du mois de novembre, les services ont fait le nécessaire
pour mettre en demeure et obliger les grands afficheurs 4 par 3 de bien vouloir tomber leurs affiches. C'est ce qui commence à se produire à la barque, et bon, il y en a certains qui nous ont demandé des tout petits délais pour faire ces travaux, parce qu'ils étaient soit engagés sur des contrats. Bon, on a laissé faire. Pour nous, ce qui est important, c'est l'action à long terme. Donc, normalement, à la fin du 3e trimestre de cette année, il n'y aura plus un seul panneau 4 par 3 sur la commune. Sachant que les panneaux 4 par 3 sont déjà interdits depuis toujours, d'ailleurs, dans toutes les zones qui sont non urbaines. Il n'y a du 4 par 3 que dans les zones urbaines. Et à la rentrée donc, de septembre, vous ne devriez plus voir de panneaux 4 par 3, donc il n'y aura plus de motifs à encaisser cette taxe. Voilà. Quand on parle de panneaux 4 par 3, c'est différent des enseignes ou c'est pareil? Voilà, oui, merci. L'enseigne commerciale, c'est le panneau qui est au-dessus du magasin ou de la surface commerciale. Hein. C'est ça une enseigne. Les panneaux 4 par 3, c'est de la publicité. C'est la publicité qui est en général déplacée par rapport à l'activité commerciale. Donc on pouvait très bien avoir des 4 par 3 sur les lessives Sama ou la Javel, je ne sais pas comment, là. Donc qui ne concernait pas du tout l'activité locale. Mais tout ce qui est enseigne et pré-enseigne d'activité commerciale ou économique sur la commune vont être réglementés. Donc ce seront des surfaces. Là on va appliquer le RLPI quand il sera applicable, avec des surfaces qui seront bien moindres que ce qu'il y a actuellement. C'est en général plafonné selon le zonage à 4 mètres carrés. Les enseignes? Ouais, non, des pré-enseignes. C'est-à-dire. Moi je parle des enseignes parce que c'est des enseignes de 12 mètres carrés qui sont exonérées. Une enseigne de 12 mètres carrés sur un bâtiment, mais inférieur à 12 mètres. C'est énorme. Non, ça va être modifié par le RLPI. Par contre, en effet, dont on voulait parler, c'est la grosse enseigne Marcel et Pio, sur le Centre Europe ou autre. Bon, là, c'est il faut être un peu indulgent et un peu compréhensif. Ce sont des entreprises qui se mettront, de toute façon, à un moment ou à un autre, elles se mettront aux normes, mais les obliger à changer immédiatement, alors que c'est des gros investissements quand même. Donc on est quand même raisonnable, et les communes du territoire vont l'être également. Pour mettre en application la nouvelle règle, ça va être de manière feutrée, ou voilà, ce ne sera pas immédiat du jour au lendemain. Par contre, ce qui est immédiat pour nous, un FUVO, on a mis en application immédiatement, dans les délais, à partir du 19 novembre 2022, on a mis en application tout ce qui concerne les panneaux 4 par 3. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. La 3.5, c'est Sandra Vesperini qui va nous parler des subventions aux associations. Le dossier de demande de subvention à compléter par les associations qui souhaitent obtenir un financement de la commune a été revu, ajusté et complété pour que les services instructeurs et les élus disposent de plus d'éléments d'appréciation sur le contenu des activités exercées par l'association et sur l'objet de leur demande de financement. 4 associations ont à ce jour déposé un dossier valide de demande de subvention. Ces dossiers ont été instruits et font l'objet de propositions de subvention suivantes. La société de pêche ont demandé une subvention de 300 €.
Le football club de Fuveau, une subvention de 4 000 €. Le comité des fêtes, une subvention de 15 000 €. Et enfin, la société de chasse, la Fuvelenc, une subvention de 1 000 €. Il est proposé à l'Assemblée délibérante d'octroyer une subvention de fonctionnement sur l'exercice 2023 aux associations selon les montants listés ci-dessus. D'autoriser Madame le maire à signer tous les documents nécessaires. Donc j'imagine que l'économie du plan de financement de la société de chasse est la même que l'année dernière. Donc concernant, je voterai contre. Très bien. On peut voter les subventions indépendantes. Si vous voulez, bien sûr. Bien sûr. Donc, la subvention pour la société de pêche, qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Pour le football club de Fuveau, qui est contre? Qui s'abstient? Pour le comité des fêtes, qui est contre? Qui s'abstient? Pour la Fuvelenc, qui est contre? Qui s'abstient? Alors, contre, pardon. 2. Qui s'abstient? Merci beaucoup. Donc on passe à la 3.6 pour la demande d'aide financière auprès du département dans le cadre du Fonds départemental d'aide au développement local pour la maison du Bel Âge. Donc il s'agit pour la réalisation de la maison du Bel Âge de demander l'aide du département au Fonds de développement local, le FDAL. Donc sur cette parcelle BO 172, il va être construit un bâtiment d'environ 150 mètres carrés. Ce bâtiment de plein pied avec la rue principale abritera donc la maison du Bel Âge. C'est une structure qui est dédiée à l'accueil des personnes âgées de plus de 60 ans. Donc le département propose en effet la création d'un guichet unique dans cette maison du Bel Âge. Donc un accueil de proximité, que ce soit pour les personnes du Bel Âge, leurs proches ou leurs aidants. Les équipes départementales qui seraient présentes tous les jours, un minimum de 2 agents, répondraient à des questions, les orienteraient dans les recherches et les accompagneraient dans leur démarche. Demande d'allocation personnalisée, d'autonomie, procédure d'inscription sur Internet, enfin tout ce qu'on peut aider et les démarches administratives. Ces maisons du Bel Âge se veulent un service public, lieu créateur de lien social. Donc un espace mutualisé permettrait aussi de proposer des conférences et des animations complémentaires à celles proposées par le CCAS, tels que des cours d'informatique, des ateliers mémoire, des ateliers équilibre, des rendez-vous santé, les ateliers de réflexion, des activités culturelles. Le coût prévisionnel de cette maison du Bel Âge s'élève à 613 595 € hors taxe, dont le plan de financement est le suivant: 50% 306 397 pour le FDAL, une subvention de l'État au titre de la DETR pour 30%, 184 078 €, et enfin la commune pour 20%, 123 120 €. Donc il est proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver le plan de financement de cette opération et de solliciter l'aide financière au titre du Fonds départemental d'aide au développement local 2023 et d'autoriser Madame la maire ou son représentant à signer tous les actes. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Oui, c'est ça. Juste une petite, dans l'information au début, on voyait des coûts des travaux à 571 235 €. Et là, on parle de 613 595. L'écart, c'est entre les deux. L'écart, c'est des études complémentaires et notamment la réévaluation des coûts de la maîtrise d'œuvre. D'accord, sur les phases amont. Tout à fait. Là, on arrive au pro, là, le DCE va être validé dans peu de temps. Ok, c'est clair.
S'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. La 3.7, donc on en parlait, vous avez eu la gentillesse de bien vouloir la revoter puisque c'est un annul et remplace en réalité, qui remplace la délibération numéro 77 du 26 septembre 2022, puisque le département nous a demandé de préciser le numéro de parcelle et l'adresse exacte du bien. Donc on repasse cette délibération. Eric, si tu veux bien la présenter. Donc, la commune va prochainement procéder à l'acquisition d'un bien immobilier situé au cœur du centre-ville, 10 rue du Chanoine-Moisan, parcelle cadastrée BO67. Cet immeuble est composé en sous-sol d'une cave de 60 m², au rez-de-chaussée d'un local commercial de 50 m² et à l'étage d'un appartement réparti sur 2 niveaux, qui représente une opportunité pour la commune. Celui-ci répond parfaitement au double objectif fixé, à savoir de maintenir le dynamisme commercial du cœur urbain, en conservant en rez-de-chaussée de cet immeuble un local commercial à rénover et créer 2 logements locatifs sociaux au premier et deuxième étage, permettant ainsi à des personnes seules et isolées de vivre au cœur de tous les services de proximité. Le montant de ces acquisitions est de 321 000 €. Le plan de financement prévisionnel se détaille comme suit. Subvention du département à hauteur de 60% pour 192 600 € et la part communale 40% pour 128 400 €. Il est proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver le plan de financement prévisionnel détaillé ci-dessus, de solliciter une aide financière la plus élevée possible auprès du département des Bouches-du-Rhône au titre de l'aide aux acquisitions foncières et immobilières et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents nécessaires. Est-ce qu'il y a des questions? Nous avions voté favorablement la dernière fois. On en aura sur la 4.2 pour le coup. Ok, pas de souci. Je fais un peu de teasing. Pas de souci. Ça nous met du suspense. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. La 4.1 correspond à l'EPFR PACA pour le stock foncier sur la commune de Fuveau, année 2022. Voilà, donc c'est une délibération qui est récurrente. Chaque année, on a le stock foncier qui est porté par l'établissement public foncier régional. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'un bien qui se situe aux 4 rue Mirabeau, qui a été préempté en fin d'année dernière pour un montant de 936 675 €. Voilà, donc il s'agit d'approuver ce stock foncier qui est sur la commune de Fuveau. Donc d'acter que le tableau ci-joint rend compte du montant du stock détenu par le PFR PACA pour le compte de la commune au 31 décembre 2022. Les montants mentionnés représentent les prix d'acquisition hors frais de portage, l'étude de travaux ainsi que les frais de gestion divers et assurances. Mais c'est pas passé en conseil municipal, ça? Ben non, c'est le PFR. Ben non, c'est le PF qui a... Donc le PF peut acheter pour le compte de la commune. Il n'achète pas pour le compte de la commune. Attends, on n'a pas compris? Non. C'est pas, le PF n'achète pas pour le compte de la commune. Le PF achète à la demande de la commune pour porter justement des DIA. C'est parce qu'on a demandé à l'EPF de préempter. C'est justement sa fonction de porter de telles opérations pour ensuite les céder à un bailleur social. Oui, mais je sais comment fonctionne le PF, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous avez donc décidé de l'acheter sans que ça passe devant aucune instance. Parce que c'est pas la commune qui achète, madame. Ouais. C'est l'EPF. Ce sont 2 entités bien différentes et bien distinctes. Ok, et les 936 695 €, ça correspond à quoi? À l'acquisition. Donc 4 rue Mirabeau, c'est quoi ça? Il y a 9 appartements. Absolument. Ça rajoutera donc 9 logements locatifs sociaux pour la commune, dans l'existant, et rapidement. Le bailleur est identifié. A priori, oui. Ça devrait être une ICIL qui devrait récupérer ce bien. Ouais.
si je me souviens bien, la précédente acquisition, c'était sur la barque, c'est ça? Et là, de Madame Ostian. Et là, elle n'appartient plus à ce stock parce qu'elle a été cédée à Unicil également. Ok. Tout à fait. Et ils sont en travaux, ils sont en train de terminer les travaux pour qu'enfin ils puissent faire les commissions d'attribution de ces logements sociaux à la barque. Et vous choisissez comment le bailleur? C'est les bailleurs qui choisissent aussi. Il n'y a pas que nous qui choisissons les bailleurs. Et c'est eux qui se mettent en contact avec l'EPF. Comment ça fonctionne en fait? La commune donne un cahier des charges, le nombre de logements dans les différentes catégories de logements sociaux ou Non, pas du tout. En fait, là, il y avait une vente classique, un privé qui vendait son bien, donc de 9 appartements. Nous en avons évidemment eu connaissance, puisqu'on a évidemment des dégâts. Donc on a demandé la préemption et l'acquisition par l'EPF pour en faire des logements sociaux. Parce que le but, c'est évidemment de ne pas faire du privé-privé, mais de faire du public et du logement locatif social, notamment dans l'existant. Donc l'engagement d'Unicil, c'est d'en faire d'avoir 9. Alors là vous êtes à l'étape d'après, moi je vous parle de l'EPF. Voilà, donc là c'est présenté par l'EPF. C'est présenté par l'EPF. Ensuite, il y a Unicil qui propose à l'EPF d'être leur bailleur social et donc de récupérer. Pour l'instant, l'EPF, il ne fait que porter ce bien et ensuite Unicil va l'acquérir. Mais comme ça aurait pu être SFHE, comme ça aurait pu être 13 Habitat, comme ça aurait pu être... En fait, ma question est, il y a différents types de logements sociaux en fonction Absolument, des revenus. Oui. Est-ce que c'est Unicil qui va décider ou est-ce qu'à un moment la commune a son mot à dire sur le type de logements sociaux en fonction des besoins de la commune, par exemple? C'est en fonction des financements. C'est en fonction Ouais, donc là c'est pas nous. Alors bien sûr, dans le centre-ville de Fuveau, c'est souvent soit du PLAI, soit du plus. Mais voilà, après c'est en fonction du financement. Il faut aussi que ça ait un minimum de rentabilité pour les bailleurs sociaux qui ne vivent pas uniquement. Voilà, ils ont besoin d'être rentables aussi, ils ont des bilans à rendre et voilà. Donc, pour être complet dans la compréhension, oui. C'est un bâtiment existant de 9 logements qui vont être transformés en 9 logements sociaux. Donc actuellement, ces 9 logements sont occupés par Alors pour la plupart, il y en avait 8 qui étaient occupés lors de l'acquisition de l'EPF. Là, il y a une personne qui nous a rendu son bail, enfin qui a résilié son bail. Et donc ça fait 7 logements occupés à l'heure d'aujourd'hui. Bien sûr, tu peux parler. Voilà, ce qui permet quand même au bailleur social qui prend de pouvoir commencer à réaliser des travaux. Le bâtiment a fait l'objet de travaux importants il n'y a pas très longtemps, il y a une petite douzaine d'années, donc il n'est pas dans un très mauvais état, quoi. Donc ça permet, le fait que les locataires quittent leur appartement, ça permet au bailleur social de pouvoir faire des travaux de réhabilitation quand ils sont nécessaires, et puis de faire logement tiroir pour éventuellement placer les autres personnes en attente de refaire les autres travaux dans les autres bâtiments, dans les autres appartements. En fait, c'est un transfert du logement privé vers la comptabilité logement social. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques? Ok, donc si plus de remarques, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Ensuite, on passe au 4.2, à l'acquisition de la parcelle de 48. C'est celle-là sur laquelle vous avez des questions, Monsieur Neuville. Quartier centre-ville de Fuveau.
Voilà, donc il s'agit dans cette délibération de se rendre maître de la parcelle BE48, où se situait l'ancienne caisse d'épargne. Donc cet immeuble est déjà occupé par un local commercial, actuellement loué à une auto-école au rez-de-chaussée, et à l'étage un appartement assez grand qui s'approche des 100 mètres carrés. Donc ce bâtiment est en très bon état. Les travaux ont été faits notamment par la caisse d'épargne il n'y a pas très longtemps. Donc il nous a paru qu'au titre de la loi, de l'article 55 de la loi SRU, il était intéressant de le préempter. Donc la préemption s'établit à un montant de 470 000 € hors taxe, dont 20 000 € de frais d'agence. Et donc d'approuver cette acquisition, d'approuver aussi la transformation de l'appartement en logements sociaux, c'est-à-dire un appartement qui fait pratiquement 100 mètres carrés, et enfin d'autoriser Madame le maire à solliciter des subventions. Voilà. Et à signer bien sûr l'acte authentique. On l'attendait. Alors déjà une question complémentaire, là pour le coup c'est la commune qui a planté. Absolument. C'est donc possible. Ah oui, c'est tout à fait possible. Okay. C'est absolument possible de planter. Il faut avoir les fonds. Oui. Alors la question concerne effectivement l'équilibre global du projet. En fait. On voudrait comprendre parce que sur 470 000 €, donc 100 mètres carrés, j'imagine que vous allez faire 2 logements. Pas forcément. Plus, moins. Un grand logement. Ouais, un grand logement, on a de la demande pour des familles aussi. Ok. Bon, c'est un investissement important pour un logement. Alors, plus un local commercial. Plus un local commercial, ouais. Alors effectivement, c'est important. On pourrait relancer effectivement le débat qu'on a eu avant le conseil municipal. Enfin, les discussions très intéressantes autour du dynamisme et l'un des leviers, c'est effectivement le foncier. Bon, ça apparaissait quand même en haut à droite du tableau comme étant un des leviers les plus coûteux. La commune a déjà plusieurs locaux commerciaux, puisqu'on a évoqué là, juste avant la 3.7 celle de l'ancienne mercerie, Madame Garcia. Donc, jusqu'où souhaitez-vous aller dans l'acquisition de locaux commerciaux et quelle est la stratégie globale et le montant financier, enfin le montage financier de cette opération, est-ce que vous pourriez nous le préciser, et notamment en termes d'amortissement, parce que c'est une opération qui nous semble coûter cher pour un logement social supplémentaire, donc il y a un rapport coût social ou pas d'ailleurs, mais coût social ou pas, mais il y a un rapport coût-bénéfice qui nous semble qui nous pose question, donc sur lesquels on souhaiterait avoir votre éclairage. Mais je comprends et vous avez raison de vous interroger. En tout cas, pour la stratégie globale, sachez qu'il est important pour nous et que nous souhaitons acquérir dans la mesure du possible, soit via le PFR en faisant porter par le PF des préemptions de locaux dès lors qu'elles sont achetées, notamment par des sociétés ou par des privés qui souhaitent louer. Quand dans l'ancien, vous avez des familles qui viennent acquérir leurs biens et qui vont vivre sur place, etc., et qui vont faire vivre le centre-ville de Fuveau, nous ne préemptons pas. Quand ce sont des sociétés, et on n'a rien contre du tout, mais quand la commune peut acheter ou peut faire porter par le PF, effectivement, la volonté, c'est de préempter. Alors là, on ne va pas reparler du local de l'immeuble avec 9 appartements de la rue Mirabeau. Je pense que tout le monde aura compris l'importance et l'effet immédiat sur le logement à Fuveau. Là-dessus, on ne revient pas là-dessus pour l'avoir fait porter par le PF. Par contre, en ce qui concerne cet immeuble précisément, effectivement, il y a un appartement qui était loué auparavant entre 1 000 et 1 200 € par mois à un privé. Mais vous avez également un local commercial qui est loué actuellement, c'est 18 000 € par an, donc c'est bien, j'avais 1 500 € en tête par mois, c'est bien ça. Donc il y a 1 500 € par mois qui sont loués.
il ne vous a pas échappé que les recettes des communes aujourd'hui ne sont pas forcément en augmentation. On recherche aussi aujourd'hui, alors pas l'indépendance financière, n'exagérons pas, mais en tout cas, on tend à se fabriquer, entre guillemets, des recettes, et des recettes pérennes, et surtout à conserver des locaux commerciaux dans notre village. Voilà. Donc, globalement, la stratégie est là. C'est à la fois des locaux commerciaux, des recettes, et du logement. Au bout de combien d'années, effectivement, est-ce que la commune va commencer à engranger des recettes? Puisque compte tenu du montant d'investissement, alors je comprends qu'on est en comptabilité publique et pas exactement en compta privé, mais pour autant, c'est un investissement important, et c'est une somme importante qui effectivement, quand on compare avec l'opération 936 000 € pour 9 logements, alors plus le coût des travaux, puisqu'effectivement il y aura des travaux. Oui. Différemment de cette si on ramène ça au mètre carré, je pense qu'il n'y a pas de comparaison entre les deux projets. Oui. Donc voilà, c'est une espèce d'inflation et qui nous... Alors, je pense qu'il faut vraiment décorréler les deux. Mais ça peut grever, effectivement, enfin nous empêcher peut-être d'aller sur d'autres projets. Et on se dit qu'à 470 000 €, on aurait peut-être la possibilité d'engager quelque chose sur... qui permettrait d'avoir un nombre de logements plus important, etc. Enfin, vous comprenez le... Oui, j'entends. J'entends complètement, mais je pense qu'il faut vraiment décorréler les deux opérations. Sincèrement, enfin, vraiment, il y a l'EPF qui acquiert les 9 logements parce que c'est important qu'on ait du logement social dans le village. Et donc, on l'a fait porter parce qu'on ne souhaitait pas faire porter un tel poids financier à la commune pour 936 000 € pour 9 logements. De toute façon, la gestion est bien trop lourde et il faut que ce soit aussi un bailleur social qui le récupère. Ça, c'est un fait. Par contre, l'opportunité de racheter l'ancienne caisse d'épargne, mais ça fait un peu... c'est en tout cas l'actuelle école de conduite française qui est dedans, nous paraissait totalement opportune parce que à la fois ça fait des recettes pour la commune, bien sûr qu'on va demander des subventions et ça nous fera des recettes pérennes. Et en plus on garantit de garder un local commercial dans le centre-ville de Furon. Actuellement, Qui plus est à local à 470 000 € avec les 2 loyers, on est pratiquement à 7% de rentabilité. Sachant que en ce moment, il est bien d'investir avec au moins, déjà qu'on a 5%, mais c'est bon. Est-ce que la commune a vocation à faire la promotion immobilière? Non, mais d'acheter... Non, bien sûr, mais vous demandiez la rentabilité. L'amortissement, d'ailleurs, plutôt que de rentabilité, puisque la vocation de la commune n'est pas de faire de la rentabilité. Non, mais pour dire que vous trouviez le prix cher, en fait, élevé par rapport au montant des loyers. Oui, et surtout pour gagner un logement social quand on connaît le... Il ne sera pas social en plus. Et il ne sera pas forcément social, je ne sais pas, enfin, vous en tirez des... Pardon? 1200 €. Non, je vous disais que c'était 1 200 €. Entre 1 000 et 1 200 €, je n'ai plus le montant exact du loyer précédemment, parce qu'aujourd'hui, il est libre. Attention, c'est à préciser. Cet appartement est vide à l'heure d'aujourd'hui. On parlait de locaux vacants et de logements vacants. Je pense que c'est important aussi de se... Et ça fait plus de 2 ans aujourd'hui qu'il est libre. Voilà. Donc je pense que c'est important aussi qu'il y a quand même des grands logements. Le propriétaire ne souhaitait plus le louer. Et je pense que c'est bien aussi de la part de la commune de pouvoir louer ce genre de grands appartements dans le centre-ville. Voilà. Dans la délibération... Non, il n'y a pas de travaux à faire, Madame Flau. Je peux vous le faire visiter si vous voulez. Dans la délibération, il est bien spécifié d'approuver la transformation de l'appartement en logements sociaux. Donc est-ce... Alors, que ce soit du logement social proprement dit ou un logement à tarif social. Est-ce que ce sera la commune qui va le gérer dans son parc communal ou est-ce que ce sera la commune va transférer la location de ce bien sur un bailleur social? À l'heure d'aujourd'hui, très honnêtement, ça n'est pas encore tranché. Mais bien sûr, si la commune le loue et qu'il est dans son parc communal comme tous les logements que la commune loue, c'est à des tarifs qui sont très sociaux.
95. Combien 95. Plus de, ouais. Ah, mais c'est le plus. On ne sait pas encore. Passe au vote. Peut-être une dernière pour aller la au bout route. sur ce sujet-là. Ce projet-là, vous n'en avez pas parlé avec l'APF. Avec l'EPF. L'EPF. Non, pas du tout, parce que nous souhaitions porter ce projet nous-mêmes au niveau communal. Et est-ce que l'EPF aurait pu porter un sujet comme celui-là, Bien ou sûr. bien les locaux commerciaux ne les intéressent pas Ils ne font pas quand il y a des locaux commerciaux. Ils font pas du tout? Ah, mais je pensais, tu vois. Je pensais qu'ils avaient une branche commerciale s'il y avait un logement au-dessus. Non? Ils n'aiment pas. Bon, ok. Bah, ils n'aiment pas, non. Bon, de toute façon, on ne s'est pas posé la question parce qu'on souhaitait que ce soit la commune qui l'acquiert. Je crois qu'on avait demandé pour Barbarou et il y a Ils aiment bien, c'est ça. Et Madame Flau. Comment vous expliquez la différence de prix entre la 3.7 et celle-là en fait? Entre la 3.7, la mercerie. Alors écoutez, c'est pas du tout le même état, Madame Flau. Et l'appartement, ça n'a rien à voir, ça n'a aucune commune mesure entre l'un et l'autre. La parcelle, elle est beaucoup plus petite. Hein. Ah ouais, la parcelle est plus petite, les appartements n'ont pas du tout la même superficie, le local commercial non plus. Le local commercial actuel, il est loué à l'ECF, il est à 18 000 € par an. Et ouais, c'est presque tout neuf. Et l'appartement aussi, hein, il y a la cage d'escalier un petit peu à reprendre, mais très honnêtement, l'appartement est en très très bon état. C'est en dessous, dis-le, parce qu'on achète en dessous. Et juste que vous sachiez quand même une petite précision. Les domaines avaient estimé ce bien à 480 000 €. Et on l'achète à 470 000 €. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est les domaines qui le disent, ce n'est pas une agence immobilière. Est-ce que nous passons au vote ou est-ce que vous avez d'autres questions? Vous avez épuisé vos questions. On ne vous a pas épuisé, nous, quand même. Ah, bah, ça va. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Ensuite, on a le 4.3 avec des acquisitions de parcelles dans le centre-ville. Donc, parcelle BO 187 et 190, quartier centre-ville à Fuot. Donc, par le biais d'une... le propriétaire actuel de ces parcelles-là était en cours de vente du jardin et d'une partie de la rue du Pont. Donc, on avait choisi dans un premier temps de préempter la vente de ce jardin et bien sûr de cette partie de la rue du Pont. Mais bon, le propriétaire avait quand même un acheteur qui était le voisin. Donc on est resté d'accord pour récupérer à l'euro symbolique les parties voiries et de garder, de laisser la vente du jardin aux voisins de ce monsieur Trency, donc, pour ne pas le nommer. Et on est resté d'accord là-dessus, sachant quand même, pour garantir l'avenir, puisqu'il s'agissait d'en faire quand même un petit peu, un petit espace vert, hein, très petit, mais un petit espace vert, qui aujourd'hui est d'ailleurs un espace vert. On a quand même mis, oui, tout à fait, mais il y a des possibilités de construction, effectivement, dans le cadre d'une vente privée. Donc on a quand même verrouillé ça à travers le PLUI, on a quand même mis un emplacement réservé où en fait ça affiche la destination de cette parcelle. Voilà, donc il est proposé au Conseil d'approuver l'acquisition au profit de la commune de ces deux parcelles qui forment uniquement la voirie, 50 BO 187 et 190, d'approuver les frais d'acte soit à la charge de la commune,
d'autoriser Madame le maire à signer l'acte authentique et de rapporter à main levée au propriétaire la formule habituelle. Voilà. Vous avez le plan derrière hein, qui est annexé là. Est-ce que vous avez des questions au niveau de la rentabilité? Bon, c'est de la voirie. Excusez-moi, Annie, je ne t'ai pas entendu. Alors, le petit jardin, on ne l'achète pas. On ne le récupère pas puisqu'il est récupéré pour être conservé en jardin. C'est juste les parcelles qui jouxtent et qui sont de la voirie. C'est le début de la rue du Pont, en fait. Voilà. Les délibérations, en tout cas à l'ordre du jour, sont épuisées. Ah pardon, j'ai pas fait voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Si vous le voulez bien, on va répondre aux questions orales du 30 janvier 2023 pour les questions sur les chemins ruraux, Innovera et Château-Larc. Je vous écoute. Les chemins ruraux. La loi 3DS prévoit une série de mesures visant à lutter contre la disparition progressive des chemins ruraux. La première étape consiste en un recensement de ceux-ci. Je passe, nous souhaiterions savoir si FUVO se saisira de cette opportunité. Alors absolument, puisque la commune de Fuveau dispose à ce jour d'un répertoire des chemins communaux et ruraux, puisque les municipalités précédentes ont bien travaillé, et la délibération en date du 17 janvier 1997, dont on parlait tout à l'heure, a approuvé le nouveau classement des voies communales et le nouveau répertoire des chemins ruraux, après une enquête publique qui s'est déroulée à compter du 21 juin 1996. Donc ce registre est consultable et disponible au public auprès du service urbanisme. Et il y a de nombreux chemins ruraux, que ce soit en centre-ville, en hypercentre ou au niveau des abords de la commune. Mais il n'y a pas eu de modification depuis? Non, il n'y a pas eu de modification, mais ils sont très très nombreux. Et donc, vous en faites la promotion? C'est-à-dire la promotion? Je ne sais pas. Je ne fais pas de pub. Non, on est donné à l'Office du tourisme pour qu'il les fasse connaître. Enfin, et ça peut être intéressant d'un point de vue touristique. Alors, ça, ce sont deux choses différentes. Quand l'Office du tourisme décide de faire des sentiers touristiques, de faire des GR de pays, etc., on travaille ensemble, bien sûr, avec la commune et on leur donne l'ensemble des chemins qui sont soit communaux, soit ruraux, sur la commune, bien sûr. Mais après, je ne vois pas ce qu'on pourrait faire de plus que de renseigner dès lors qu'on a une question. Projet Innovera. Le projet Innovera de reconversion du site de la centrale à charbon de Gardanne-Méreuil suscite polémique et débat au sein des deux communes, de leurs habitants et de leurs conseils municipaux. Il consiste sur 80 hectares à la production d'hydrogène par gazéification de biomasse, par électrolyse de l'eau, puis à la fabrication de biocarburants, principalement pour les transports maritimes et aériens. Fuveau Demain a participé à plusieurs des réunions organisées par la Commission nationale du débat public et a publié un avis opposé à ce projet. Tout d'abord parce que ce projet classé Seveso-Seuil-Bas, en raison du stockage de méthanol, en plein centre d'une zone fortement urbanisée et source de risque pour les habitants. Ensuite parce que cette production d'énergie décarbonée se fait au détriment du bois et de l'eau nécessaires à son fonctionnement. Ce sont ainsi 250 000 tonnes de bois qui seraient utilisées pour son fonctionnement chaque année, à ajouter aux 800 000 tonnes absorbées par la tranche biomasse de Gazelle Énergie, et 0,8 millions de mètres cubes d'eau par an apportés par la Société du Canal de Provence, alors que l'eau vient à manquer pour l'agriculture chaque été. Si la transition vers une énergie décarbonée est une priorité pour lutter contre le dérèglement climatique, cela ne doit pas se faire au détriment de nos forêts et de nos ressources en eau. L'impact pour les Fuvelins est concret. Certains d'entre eux, au Sauvert ou à proximité de Méreuil, ne sont qu'à quelques centaines de mètres du site. La circulation sur la D6, déjà saturée, va accueillir des dizaines de camions supplémentaires chaque jour pour acheminer de la biomasse ou livrer le kérosène produit.
Les élus locaux, à l'initiative du projet, donc favorables à son développement, prennent maintenant leur distance et renvoient la balle dans le camp du préfet et de l'État. Quelle est la position de la commune de Fuveau? Quel soutien apportez-vous aux habitants directement impactés? Merci. Alors la commune n'a pas été saisie à ce jour officiellement pour se positionner sur ce dossier, puisque évidemment, étant donné que l'État a mis fin à ce projet-là après la période de concertation, donc nous n'avons pas été jusqu'au stade de la consultation. Nous avons appris donc sur les journaux, tout comme vous certainement, que le projet envisagé initialement serait revu à la baisse. Et nous attendons de prendre connaissance de cette nouvelle version. Nous avons été destinataires du rapport tirant du bilan de la concertation préalable. Le projet est effectivement revu à la baisse. Le rapport est disponible sur le site de la commission du débat public. Un nouveau projet fera l'objet d'une nouvelle consultation du public avant l'enquête publique. Mais nous vous rejoignons sur l'ensemble des points, et notamment sur l'utilisation des ressources qui nous sont si précieuses, à la fois de nos forêts et de l'eau, et nous serons extrêmement attentifs à ce que ce nouveau projet devra utiliser comme bien, notamment en bois et en eau. Et bien sûr que nous donnerons notre position quand on nous la demandera, mais pour l'instant ça n'est pas le cas. Et bien sûr tous les Fuvelins qui nous ont interrogés, nous les avons à la fois reçus ou nous avons échangé avec, évidemment, sur ce type de projet pour les soutenir. Merci. De rien. Troisième question, Madame le maire. Depuis plusieurs semaines, des travaux de déboisement et de préparation d'un chantier de grande envergure sont observés sur le périmètre du projet dit de Châteaulard. Quel reste l'épilogue du feuilleton qui anime régulièrement les débats lors des conseils municipaux depuis quelques années déjà? Les riverains ont également été conviés très récemment à une réunion d'information animée par le porteur du projet. Il nous semble donc nécessaire que vous puissiez apporter, en tant que maire, quelques éclaircissements au Fuvelin sur cet épineux sujet en nous apportant des réponses aux quelques questions suivantes. Lors de notre échange en conseil municipal sur ce sujet, vous aviez évoqué les prescriptions auxquelles était soumis le permis d'aménager. Le porteur du projet informe les riverains que ces prescriptions auraient été levées par vos soins. Le confirmez-vous? Si oui, cela signifie-t-il que le promoteur est autorisé à engager le début de ses travaux? Pouvez-vous confirmer le début de ces travaux? Bon, je pense qu'on peut tous le confirmer. Ou pas. Ou pas. Les riverains ont entendu les propos du porteur de projet sur l'avancée du chantier, mais restent en attente de réponse quant au devenir de leur quartier. Il semble nécessaire que vous communiquiez également de votre côté. Envisagez-vous les informer officiellement, ainsi que l'ensemble des Fuvelins, de l'avancée de ce dossier? Pouvez-vous nous apporter des précisions sur le contentieux indemnitaire qui pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour notre commune et qui est toujours en cours? Et savez-vous sous quel délai celui-ci sera tranché par la justice administrative? Enfin, si le projet arrive à son terme avec 132 villas construites, avez-vous réalisé une mesure des impacts sur les services municipaux, crèches, écoles, etc., la voirie, la circulation routière, l'eau et l'assainissement? Merci pour vos réponses. Vaste sujet. Donc, vous savez très bien que la commune de Fuveau, comme sur tous les dossiers, applique la loi. Et la loi a contraint la commune de Fuveau en 2014, comme vous le savez très bien, à délivrer un permis d'aménager à la SCA Château-Larc pour 132 de l'eau. Ce permis donc a été délivré avec un certain nombre de prescriptions. Ces prescriptions, la commune de Fuveau estime qu'à ce jour, elles ne sont pas levées. Elle a demandé aux pétitionnaires justement de justifier le démarrage de ce travaux par tous les moyens juridiques qui sont à sa disposition. Et nous sommes donc en échange entre le pétitionnaire et la commune pour que justement soit les travaux puissent être interrompus, soit tout au moins les prescriptions levées. Puisque la loi doit être respectée par tous, y compris par les pétitionnaires de tout porteur de permis de construire. Ensuite, donc, pouvez-vous confirmer le début de ces travaux? Je vous confirme que les travaux ont débuté et que nous ne sommes pas d'accord puisque les prescriptions n'ont pas été levées.
Les riverains ont entendu les propos du porteur de projet sur l'avancée du chantier, mais restent en attente de réponse quant au devenir leur quartier. Bien sûr qu'il est nécessaire que nous communiquions, mais je ne pourrai communiquer qu'à partir du moment où les prescriptions seront réellement levées et que le projet pourra vraiment voir le jour, puisque à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pouvez-vous nous apporter des précisions sur le contentieux indemnitaire qui pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour notre commune? Je vous le confirme, évidemment. Et bien sûr, ce contentieux est toujours en cours et je ne peux me substituer à l'autorité juridique, mais il semblerait que nous puissions avoir un jugement d'ici la fin de l'année. Mais je n'ai pas la date pour le moment. Et si le projet arrive à son terme avec 132 villas construites, bien sûr que l'ensemble des Fuvelins qui auront, ou nouveaux Fuvelins, qui auront acquis ces parcelles seront accueillis comme il se doit, et comme tout Fuvelin. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on va lever la séance. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt.